Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, le 17e épisode de notre marathon avec un gros morceau, peut-être le gros morceau de ces previews, le favori à Vegas selon les bookmakers. Pour parler des Boston Celtics, j'ai avec moi Tom. Tom, peut-être l'équipe pour laquelle c'était le plus difficile de trouver 3 faiblesses aujourd'hui. Ouais, clairement, on va y revenir, mais c'est vraiment un des favoris du coup pour gagner le titre cette année. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver trois faiblesses à cette équipe, tant elle domine la saison régulière cette année en tout cas. Effectivement, une saison régulière ultra dominante des Celtics saison 2, une saison régulière qui fait 2, je l'ai dit, le favori à Vegas et on va y revenir. Il y a certaines choses à mettre en avant, mais vous allez voir que là, c'est OKC puissance 10, c'est-à-dire que Constant, on avait dit ça dans l'intro, c'était difficile d'en trouver 3 pour OKC, là c'était vraiment difficile d'en trouver 3 parce que même entre nous, on en a discuté par rapport à ça. Comme d'habitude, parce que je sais qu'il y a une grande fanbase des Celtics, donc peut-être qu'ils vont nous découvrir et nous écouter à cette occasion. On vous invite à nous suivre sur votre plateforme de podcast, sur YouTube et également sur Twitter, et à nous mettre, si c'est possible, les 5 petites étoiles, quelle que soit votre plateforme, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, etc. Ça permet voilà, c'est si vous voulez nous remercier, ou je sais pas, si vous voulez un peu nous donner un petit coup de pouce, c'est la meilleure chose à faire, c'est de nous mettre 5 étoiles. Je savonne de plus en plus dans les intros. On voit que le marathon, j'arrive dans les derniers kilomètres là, Tom. C'est le moment où on commence à vaciller. Commençons, Tom. Comme d'habitude, c'est le début de cette trame qui est toujours la même pour les 20 épisodes de Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Avant de mettre en avant les 3 faiblesses, on vous propose un petit résumé de la saison 2003-2024 des Celtics. Alors Tom, j'imagine beaucoup de positifs dans ce résumé. Oui, beaucoup de positifs. Alors c'est vrai que on les avait quittés du coup sur un match 7 face au Heat où du coup Jason Tatum se fait la cheville alors qu'il venait de gagner 3 matchs de suite et on pensait peut-être la série relancée. On les avait quittés un petit peu, voilà. Enfin, c'était un peu dommage la façon dont ils avaient quitté les playoffs l'année dernière et du coup ils ont décidé du coup de faire de gros changements en tout cas dans l'effectif. Fini Marcus Smart, du coup, qui a été transféré et arrivé du coup de Kristaps Porzingis. Le trade de Marcus Smart qui a été un très bon trade pour eux, puisque non seulement ils ont récupéré Porzingis, mais ils ont aussi récupéré 2 tours de draft en plus qu'ils ont pu aussi utiliser, notamment dans l'autre trade qui a ramené Jrue Holiday du coup de leur côté. Donc ils ont refait un peu le 5 majeur et ils ont enlevé du coup Marcus Smart de l'équation qui était un peu le cœur de l'équipe à l'époque et ils ont tout remis vraiment, tout recentré autour de Jalen Brown et de Jason Tatum. Et du coup, ça a donné un début de saison. Alors, il y avait quelques interrogations sur notamment les performances de ces joueurs-là arrivés la saison, puisque Jalen Brown sort de la signature, entre guillemets, du contrat le plus lucratif pour l'instant de l'histoire de l'NBA. Et du coup, il y avait quelques problématiques, enfin, il y avait quelques questionnements par rapport à ça, puisque on sait que c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe, et que globalement, la fanbase de Boston n'est pas très tendre avec lui, notamment par rapport à ses faiblesses qui reviennent souvent en playoff, les problématiques de main gauche, le manque d'attaque de cercle, le manque de création du coup de lancer franc et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y avait des questions. Et puis en début de saison, ça avait pas trop bien commencé en tout cas pour Jalen Brown. Et puis au fur et à mesure, il s'est mis en rythme. Mais en tout cas, l'équipe de Boston, elle est très très bien partie cette saison, notamment avec des role players qui ont fait vraiment très forte impression. Hein. Derrick White qui marche sur l'eau sur les deux premiers mois de la saison, qui est même un moment discuté pour être dans les potentiels All-Star. Hein. Alors c'est vraiment, Mmh. alors que c'est un role player plus, mais qui était vraiment, qui était considéré à un moment même comme le deuxième meilleur joueur des Celtics parmi la fanbase sur le début de saison, pour montrer à quel point il a été fort, notamment, enfin, qu'il a été fort des deux côtés du terrain, offensivement, défensivement. C'est un joueur qui a apporté aussi beaucoup de liens, qui a été très adroit sur le début de saison et qui défensivement proposait des masterclass tous les soirs, donc et qui reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs sur pick and roll. Alors il y a très peu de volume par rapport au gros ball handler, mais qui reste quand même une bonne valve de décompression. Quand ça va mal côté Celtics, donner le ballon à Derrick White, c'est jamais une mauvaise chose. Autre acquisition, enfin l'acquisition aussi du début de saison, hein, Kristaps Porzingis,
qu'on aimait bien surnommer Chris No Pass en début de carrière parce qu'il ne faisait pas de passe littéralement, mais qui dans le jeu de Boston s'est révélé comme étant une vraie arme pour l'équipe de Boston, non seulement par sa position sur le terrain et par le fait que les adversaires respectent sa gravité de loin, parce que c'est un joueur qui n'hésite pas à prendre les tirs quand il a des opportunités, surtout aussi à 45, puisque le 3 points entre guillemets à 45, c'est le 3 points que la défense peut le moins contrôler, parce que l'adversaire peut reculer tant qu'il veut pour le prendre, alors que les points, à la limite du terrain qui t'empêche de les prendre, donc tu es un petit peu plus limité, et c'est quelqu'un qui, par sa disposition, ouvre des lignes de drive, se fait respecter et permet du coup à Boston d'aller générer des tirs au cercle, ceux qui font très peu globalement, et qui a aussi montré une bonne arme sur le post-up. Boston est l'une des meilleures équipes de post-up, et le post-up entre guillemets de Kristaps Porzingis est l'une des plus grosses armes offensives Létal. cette saison, depuis le début de la saison. Alors pas uniquement sur du scoring, puisqu'on sait que Kristaps Porzingis c'est quelqu'un qui est très grand, donc il n'a pas vraiment, pour lui, il n'y a pas vraiment de contest possible une fois qu'il est au cercle. Les équipes sont parfois obligées de doubler, et le fait que les équipes doublent, il a développé un passing qui permet du coup de générer aussi des points sur des cuts et tout ça pour Boston, et avec du coup le post-up qui est avec l'une des actions les plus rémunératrices en tout cas cette saison en NBA. Autre chose, il y a Jrue Holiday aussi qui est arrivé, qui a fait qui fait une bonne saison, hein. Défensivement, alors il est toujours aussi solide, on le voit déployer la polyvalence de Jrue Holiday et notamment de Derrick White, hein, parce qu'on se souvient que il y a certaines équipes qui font des systèmes pour les enlever de l'action eux avant d'attaquer. C'est pour dire à quel point ce sont des gens qui sont assez dissuasifs sur le point d'attaque et sur la navigation des écrans, tout ça entre guillemets couplé à la dissuasion que peut avoir Kristaps Porzingis à l'intérieur, notamment quand il joue du drop. Mais en fait, Jrue Holiday, c'est quelqu'un qui a aussi changé son régime de tir, qui était du coup essentiellement troisième option et plutôt troisième ball handler globalement au niveau des Bucks, qui est devenu essentiellement limite le cinquième joueur, hein, globalement dans le système offensif. Donc du coup, les responsabilités sont différentes, les types de tirs qu'il a à prendre sont différents. C'est quelqu'un qui prend moins de pull-up et qui prend plus de catch and shoot aujourd'hui, et son efficacité globalement, ça en fait ressentir. Et puis en dehors du 5 majeur, parce qu'on a eu un 5 majeur très fort sur le début de saison, on a aussi eu la révélation de certains joueurs de banc, par exemple Sam Hauser, qui est vraiment une menace par le volume, par la diversité des tirs et par l'efficacité qu'il arrive à avoir au niveau de la ligne à 3 points. On a aussi Peyton Pritchard qui s'est révélé comme un bon guard en sortie de banc, générateur d'attaque et attaqueur de mismatch. Même s'il peut être ciblé dans certaines confrontations, on y reviendra, mais c'est vrai que lui, c'est quelqu'un à qui Boston a proposé un contrat en début de saison, et qui, il y avait des doutes sur son profil, et qui a vraiment répondu aux attentes, à ce qu'on attendait de lui. On a aussi eu Al Horford qui a un peu reculé dans l'importance, puisque c'était le titulaire et qui est là utilisé en sortie de banc, mais on connaît Al Horford, on connaît Al Horford globalement et ce qu'il apporte dans le jeu. Et puis on a aussi Luke Cornett dans la raquette. Donc globalement en fait, quand tu prends tous les joueurs individuellement, le banc de Boston, il est pas flashy, mais la façon dont il est utilisé, le banc est déployé, puisque il y a très rarement des line-up all bench, même si Boston domine. Donc, en fait, tu peux utiliser chacun des remplaçants dans un contexte avec les titulaires, ce qui permet de cacher, entre guillemets, masquer certaines faiblesses de ces titulaires-là, et de ne voir que le bon côté. Donc, après, comme c'est Boston, hein, il y a eu quelques doutes globalement dans le clutch dont on reviendra, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est l'immense favori de la conférence, puisque ils ont un net rating à 2 chiffres, et en fait quand tu vois dans l'histoire de la NBA sur les 10 dernières années, les seules équipes qui se rapprochent à peu près de ce que Boston produit en termes de net rating global sur la saison, on a le Jazz d'il y a je crois 2019-2020, ensuite on a 3 saisons des Warriors et une saison des Spurs, c'est tout. Il y avait cet article qui a beaucoup fait réagir, notamment sur Twitter, de Shane Young, qui avait montré que, en gros, dans l'histoire de la NBA,
un tel écart entre le meilleur net rating et le deuxième, à l'heure où il a écrit cet article, le deuxième au niveau du net rating, c'était le Thunder d'Oklahoma City. Bien, quand tu fais la liste des équipes, c'est gagnante, 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 gagnante. Voilà les 7 ou 8 premiers. Et la plupart vont enfin, c'est rarissime avec une telle domination d'une équipe qui, quand même, au moment où on enregistre, à 62 victoires et 16 défaites. Et au moment même où vous écoutez ce podcast, parce qu'il est enregistré quelques heures avant la sortie, donc forcément, le bilan n'aura pas changé si vous l'écoutez dès sa sortie. Donc, que rajouter, Tom? Moi, je rajouterais la domination totale. Franchement, en année post-Warriors, je vais appeler ça comme ça. Moi, vous verrez, on en parlera cet été. Pour moi, il y a un schisme dans l'histoire de la NBA après le départ de Kevin Durant des Warriors et le départ enfin bref, cet été 2019 là, post-2019. Donc une époque qu'on connaît assez bien, Tom, parce qu'on fait du podcasting depuis 2016. C'est l'équipe la plus dominante sur une saison régulière que j'ai vue. Voilà, c'est simple. Oui. Ils ont écrasé la plupart des équipes. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup de mal à trouver 3 défauts. Et ça encore, c'est un podcast qu'on vous proposera probablement cet été. Je pense que c'est le 5 de départ avec le moins de défauts que j'ai vu sur la période. C'est-à-dire que quand tu dis que Jrue Holiday, c'est le 5e meilleur joueur de l'équipe, c'est un peu terrifiant quand même comme proposition. C'est une anomalie, littéralement. C'est une anomalie, littéralement. Je veux dire que ton 5e meilleur joueur, ça soit un top, je sais pas, top 60, 70 NBA, ça prouve la densité qu'a ce 5. Donc, quoi rajouter sur ce que tu as dit, Tom? C'est une saison régulière ultra dominante et ils arrivent logiquement avec le costume de favori. Je veux dire, quand tu prends d'un côté cette domination, le fait que maintenant, j'en suis à mon 17e épisode. Moi, je commence grâce à l'équipe d'Unkebdo qui fait un très bon boulot, je commence à connaître un peu près les équipes. Il y a très peu d'équipes qui offrent à la fois ce niveau d'assurance avec si peu de faiblesses dans une NBA où l'Est est en train de partir en lambeaux. Les Cavs sont en perdition. On enregistre quelques heures après que Giannis se soit vraisemblablement blessé. Les Knicks ont une équipe qui risque pas d'être à 100%. On a appris juste après l'enregistrement de la preview Knicks que Julius Randle ne sera pas là. Donc, forcément, il y a beaucoup d'équipes sur lesquelles on a des doutes. Enfin, Orlando, ça paraît friable. On en parlait juste avant d'enregistrer. Tu faisais la liste, Tom, aussi. Donc, voilà. Pour moi, le résumé de la saison 2023-2024 des Celtics, c'est que à l'entame des playoffs, ils sont ultra favoris pour gagner le titre. Et encore une fois, on va citer son nom. Vous allez croire qu'on lui voit un culte, mais Alan, l'ancien de l'équipe à qui on parle, toujours, bien évidemment, j'ai l'habitude de lui demander, mais c'est quoi l'objectif? Il fait ses titres ou rien. C'est vraiment une année où ils doivent gagner le titre, les Celtics. Donc Tom, transition. Trouvons-leur 3 raisons, justement, qui expliqueront leur peut-être futur échec. Et la première, c'est pas trop un suspense, Tom, parce que c'est quelque chose qui revient, c'est peut-être la faiblesse la plus facile à trouver à cet effectif, c'est son problème d'exécution dans le clutch. Oui, le problème d'exécution dans le clutch, c'est quelque chose qui revient souvent avec ces Celtics, notamment à cause d'un manque, entre guillemets, d'implacabilité, notamment pour aller au cercle. Bon, on y reviendra aussi de ça, la problématique pour aller au cercle. Mais globalement, c'est une équipe qui a une tendance à se faire rattraper, en tout cas sur les dernières semaines, hein, à se faire rattraper, ou sinon, par exemple, je pense au match face à Denver, aux 2 matchs face à Denver, à se faire out-execute, enfin subir l'exécution adverse et ne pas trouver forcément, ne pas trouver des solutions viables et qui peuvent être répétées sur le long terme, au contraire de Denver qui, eux, ont une assurance tout risque en la personne de Nikola Jokic. Et quelque chose pour illustrer en fait ces problématiques dans le clutch, ben, c'est globalement en fait dans les instants clutch, le jeu ralentit globalement pour les Celtics et en fait on a l'impression qu'ils oublient toute la partie mouvement de balle qui les a fait dominer. Ah, tu vois, on parlait un peu des matchs contre les Hawks ou même plus récemment du match contre Sacramento où ils partent dans l'autre équipe se met à faire du haut contre 1, eh ben eux ils partent dans également dans du haut contre 1, ils oublient tout ce qui avait fait leur force avant et ils se font cueillir sur de la mauvaise exécution offensive et en fait ils deviennent à un moment tellement prévisible des offensivement que même si par exemple encore une fois pour le match face à Atlanta, on a des moments où par exemple soit Jalen Tatum ou Jalen Brown à la balle, ils jouent des actions à l'opposé, du coup, pour faire réagir la défense, pour
essayer de faire hésiter la défense ne s'occupe même pas parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de passe. Ils savent globalement qu'il n'y aura pas de passe. Et c'est ça aussi qui est un peu dommage. Et notamment, par rapport au jeu en pull-up de Jason Tatum. Jason Tatum, on n'en a pas parlé depuis, on n'en a pas parlé dans la partie introduction, mais qui fait encore une fois une excellente saison. Enfin, Jason Tatum, c'est ça un peu le truc avec lui, c'est qu'il est tellement fort que on prend peut-être ce qu'il fait pour acquis parce qu'il semble pas élite d'un des deux côtés du terrain, même si pour moi c'est un joueur qui est élite, notamment sur la défense loin du ballon. Enfin, c'est un joueur exceptionnel, mais il n'a pas ce côté implacable offensivement parce que c'est un joueur qui a une sélection de tirs très risquée et par rapport à sa sélection de tirs, notamment sur le pull-up. C'est vrai que Jason Tatum et les Celtics, puisque Jason Tatum est leur meilleur joueur d'assez loin, ont une sélection de tirs dans le clutch où ils prennent énormément de tirs à 3 points, et notamment Jason Tatum. Et Jason Tatum prend aussi beaucoup de pull-up, donc c'est un joueur qui a de la variance dans ses, on va dire, dans ses capacités à amener son apport offensif lié à son shot making. Et en fait, quand on prend globalement tous les joueurs qui ont pris plus de 400 pull-up cette année, Jason Tatum, à l'adresse, je fais bien la différence, à l'adresse est 44e et à l'efficacité est aux alentours de la 35e place. Donc c'est pas un bon endroit où il faut être quand du coup tu joues quand tu joues le titre, puisque on sait que généralement le pull-up c'est un peu l'arme ultime. Le pull-up à 3 points est un peu l'arme ultime que les équipes vont te forcer à prendre quand tu vas être arrivé sur des joutes de playoff. Et c'est l'arme qui est beaucoup glorifiée dans les fins de match. C'est vrai que Tom, pour moi, les deux fins de match contre les Hawks, contre mes Hawks, ouais. C'est caricatural, c'est-à-dire les possessions, c'est dribble, ISO, complètement pas du tout inspiré. Mais c'est vraiment cette équipe. C'est là où il y a une énorme frustration parce que on a parlé beaucoup de clutch dans ces previews en mettant en avant le fait que certaines équipes sont en difficulté. Mais très souvent, ça résulte d'équipes qui n'ont pas de set destructeurs de base. Les Celtics les ont, en fait. Les Celtics les ont pendant 40 minutes et pendant les 8 dernières minutes, ils disparaissent. Alors, c'est un truc qui est souvent discuté. Pourquoi les équipes ont tendance à partir sur de l'ISO, surtout en fin de match? Alors, il y a plein de théories. Visiblement, dans les vestiaires, il y a toujours des joueurs qui disent que il y a un peu l'ego des joueurs. Il y a le côté un peu glorifiant de prendre le dernier tir. Mais c'est vrai que les Celtics déjouent complètement en fin de match. Et moi, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que c'est une bonne faiblesse à mettre en avant, Tom, c'est que si tu fais la liste des équipes qui sont, entre guillemets, leurs plus grands adversaires, une liste qui, au fur et à mesure des previews, j'ai l'impression, se réduit, vraiment. Denver est une équipe, prenons Denver, Denver est une équipe qui est vraiment, qui est l'inverse total. C'est-à-dire que Denver, tu as vraiment une sensation de contrôle, de maîtrise sur les fins de match qui est vraiment implacable, là où les Celtics, peut-être que c'est lié à ce manque d'armes de pull-up. Moi, je pense vraiment, personnellement, une de mes analyses, c'est que c'est lié au fait qu'ils n'ont personne à qui ils peuvent mettre la balle dans les mains, qui a vraiment la double casquette, playmaking ultime, capacité à scorer, en fait. Je résumerai ça comme ça. T'as dit c'est dur. Tatum, il s'en rapproche beaucoup. Après, tu me dis qu'on compare peut-être à Denver, mais c'est dur quand même. Je citerai le mini-goat Constant. C'est le premier des humains. Constant a eu la meilleure formule. Oui. C'est le premier des humains. C'est-à-dire que Jason Tatum est un top 7 NBA. C'est le premier des humains. Dans le sens où c'est un très 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 fort, c'est un excellent scoreur, c'est un playmaker plus qu'honnête. Mais reprenons la théorie que je répète dans tous les épisodes depuis genre 3 jours, théorie des anomalies. Tu rencontreras des joueurs meilleurs en playmaking que toi quand tu seras en finale NBA ou en finale de conférence. Un moment, tu rencontreras des ovnis qui ont les deux et qui ont cette capacité un peu surhumaine à faire ça. Encore une fois, là, on est dans la partie faiblesse de Boston. Jason Tatum est un extraordinaire joueur de basket. Allez écouter notre DH20. Le problème, c'est qu'il est humain, en fait, Jason Tatum, sur certaines séquences où il fait face à des dieux grecs, parfois. Mais moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, Tom, c'est peut-être difficile, mais en termes de double casquette playmaking scoring, c'est pas Luka, c'est pas Jokic. Tu vas me dire que la liste est très très courte. C'est pas, alors, Stephen Curry est plus du tout dans est moins dans cette casquette-là, mais il a moins cette double casquette qui permet d'être ultra efficace, quoi.
Et puis au scoring, par exemple, il est aussi moins implacable qu'un joueur comme Joel Embiid, par exemple. Exactement. C'est ça qui. En gros, c'est Jason Tatum, c'est l'élève qui a 15 partout, mais qui a pas eu de 18 de l'année. En fait, voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans le clutch, Tom, qui est, je pense, la faiblesse que tout le monde met en avant? Juste une chose, pour l'amender, moi, ma grande question, quand je pensais à ça, c'est ils auront combien de matchs serrés en vrai avant les finales NBA? C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça le truc avec Boston, t'as toujours des doutes parce que historiquement, voilà, c'est une équipe qui, même quand ils sortent sur des séries, gagne globalement. Tu vois, ils perdent au score sur les séries, mais quand tu prends limite, voilà, tu vois, la régularité, c'est une équipe qui est très régulière et qui peut peut-être potentiellement subir des runs, tu vois, comme on l'a vu, parce que encore une fois, hein, c'est une équipe qui perd des avantages, qui a perdu des avantages de points récemment, mais il faut quand même être à plus 20. Faut quand même être à plus 30 à un moment donné. Donc c'est une équipe qui est quand même capable de faire des différences. Et en fait, je me dis qu'il y a beaucoup de cas de figure où globalement, c'est une équipe qui va faire des blowouts. Concrètement, hein, c'est une équipe qui, après 3 quarts de temps, se sera pliée, mais qui pourra être en difficulté peut-être pendant 7-8 minutes, qui pourrait potentiellement leur coûter un match. C'est ça, c'est-à-dire que si tu me dis qu'ils arrivent en finale NBA en ayant eu 4 matchs serrés en 3 séries, c'est un scénario pas étonnant. Et du coup, ne pas être efficace dans le clutch, bah si c'est un scénario où ça te coûte vraiment qu'en finale NBA, oui, quand ton objectif c'est le titre, c'est très grave, on va être honnête, mais c'est pas une faiblesse qui va leur coûter un premier tour, par exemple. Ouais, voilà. C'est très clairement, encore une fois, c'est une stat qui était sortie. Alors, c'est une stat qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, mais en termes de marge moyenne de victoire, ils sont aussi dans le top 10 all-time. Ils écrasent globalement la plupart des équipes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Enchaînons. Tom, on a déjà commencé un peu à parler de lui sur Jason Tatum, parce que c'est un peu lui qui est mis en cause, hein, je vais un peu loin peut-être en disant mise en cause, par la deuxième faiblesse, c'est la fameuse règle du MVP. Parle-moi-en, Tom. Alors la règle du MVP, c'est quelque chose que nous, qu'on a débuté le podcast, on s'est très vite intéressé à ça parce qu'on disait, mais c'est toujours les mêmes joueurs qu'on retrouve qui portent qui ont le titre et tout ça. Et en fait, la règle du MVP, c'est en fait de se dire que depuis 30 ans, il y a que 2 cas où l'équipe qui a gagné le titre n'avait pas un joueur qui avait déjà été MVP. Le premier cas, c'est l'exception en 2004 des Detroit Pistons. Et le deuxième cas, c'est les Toronto Raptors qui ont quand même Kawhi Leonard qui avait été élu déjà MVP des finales et qui tombe face aux Warriors littéralement décimés, qui perdent Kevin Durant, qui perd Klay Thompson. Donc ça fait quand même de grosses exceptions et en fait la règle c'est quand même d'avoir le MVP quoi. Et Boston ne l'a pas, malheureusement. Et normalement, cette saison, Jason Tatum ne devrait pas être MVP. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont arriver sur la campagne de playoff sans avoir eu un MVP, globalement, dans l'effectif qui joue un rôle majeur. Exactement, Tom. Ça, c'est très important de le préciser parce qu'à chaque fois, à chaque année on parle de cette règle, il y a des petits malins qui viennent nous dire oui, mais du coup, un tel, on nous avait sorti l'exemple de Derrick Rose il y a quelques années, le cadavre de Derrick Rose au Knicks. Non, c'est le MVP dans son prime hein, dont on parle. Et ça rejoint un peu la théorie c'est la théorie encore plus exclusive de celle du meilleur joueur de la série, en fait. C'est-à-dire que moi, mes problèmes avec Jason Tatum, mais on va dire que je fais, je sais pas, du first take ou c'est pas de l'analyse très poussée, mais c'est que Jason Tatum a plus d'une fois n'a pas été le meilleur joueur de la série. Et selon comment l'Est se hiérarchise, tu peux même faire un scénario où c'est pas le meilleur joueur de la série pendant 3 séries de suite. En fait, il y a un scénario qui existe à l'Est où tu prends Embiid, tu prends Giannis et tu finis par Jokic et 3 fois de suite t'es pas le meilleur joueur de la série. Et ce qui est, rappelons, si on prend un par un tout ce qui a été dit dans nos previews, on a souvent dit que gagner 2 séries quand t'as pas le meilleur joueur de la série, c'est extrêmement difficile. Après, pour moi, c'est là où c'est difficile de parler de Boston parce qu'il faut limite adoucir chaque faiblesse. Le 5 majeur est trop fort. C'est-à-dire que c'est peut-être la seule année où c'est un des seuls cas de figure récents où je peux me convaincre que ça va passer parce que on l'a dit, lors 5 majeurs, il n'y a que des joueurs top 75 NBA. C'est peut-être ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que Boston, c'est une équipe qui arrive à avoir ses faiblesses sans avoir à faire de compromis.
à avoir des forces sans avoir à faire de compromis. Et en fait, tu vois, pour attaquer contre cette équipe des Celtics correctement, ben, tu dois te découvrir et peut-être te déséquilibrer défensivement pour mettre des profils un petit peu plus offensifs pour les faire bouger, pour trouver des brèches. Et tu peux te faire, du coup, avec ça, te faire punir de l'autre côté du terrain. Et même de l'autre côté, hein, si du coup tu veux améliorer ton équipe défensivement, ils ont aussi des profils et une polyvalence pour attaquer beaucoup de choses en fait. Donc c'est une équipe qui est vraiment très complète et en fait qui, comment dire, il y a possibilité à un moment de passer, entre guillemets, la tête au-dessus de l'eau, mais le niveau de l'eau est tellement haut que ça devient difficile, tu vois, avec cette équipe de Boston. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose, entre guillemets, d'implacable, mais ils font tellement de choses hyper bien que ça rend aussi difficile pour les adversaires ça demande aux adversaires de prendre des risques en fait pour les battre quoi. En tout cas sur quatre matchs pour aller les battre sur 4 matchs ça va être difficile, très très C'est ça. difficile. C'est ça que la règle du MVP, c'est aussi, je sais pas, ce moment de bascule, en fait, qu'un joueur d'un niveau supérieur, d'un niveau all-time, pourra te produire. Bah, il y a peut-être un scénario dans lequel les Celtics n'en ont pas besoin pendant 3 tours, voire pendant leur campagne de playoff, parce qu'ils gagnent la plupart des matchs de plus 10, plus 15, en fait. On parle de ce genre d'équipe. Donc, effectivement, personnellement, je maintiens que, je l'ai dit, alors je dis rarement des choses très intelligentes, mais ça je l'ai dit depuis le début de la saison, pour moi, c'est le test ultime de la règle cette année. C'est vraiment le test le plus parfait qu'on puisse faire. C'est-à-dire, tu mets un joueur qui est ric-rac MVP, c'est-à-dire si tu parles du niveau MVP, je pense qu'on est globalement d'accord pour dire que Jason Tatum est un petit cran en dessous, il est pas loin, mais il est un peu en dessous parce qu'il a jamais été dans un des immenses favoris pour un MVP. Donc, on a un joueur qui est très, très, très proche et on a un 5 majeur et une équipe qui est extrêmement dense. Donc là, la règle est vraiment, elle va être pliée, la règle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, là, on va voir si elle est capable de résister. Terminons, Tom, par un point qui inquiète beaucoup les fans des Celtics, c'est l'attaque du cercle. Parce que ça, si on revient un peu sur nos propos à propos du clutch, il faut rappeler que c'est quand même une équipe qui, dans ces périodes de clutch, a une tendance à ne pas du tout, mais alors pas du tout attaquer le cercle dans ces moments-là. Oui, il y a l'attaque du cercle et aussi les points dans la raquette. Hein. C'est une équipe qui attaque très globalement, très peu globalement le cercle et qui, au niveau des points dans la raquette, génère, enfin, ils sont 29e de la ligue au point moyen dans la raquette. Alors oui, c'est vrai que c'est une équipe qui gagne beaucoup sur la ligne à 3 points, puisque ils ont, enfin, quand tu vois la répartition des tirs à 3 points, et en fait, c'est pas le truc avec Boston, c'est que c'est une équipe qui, avec le tir à 3 points, avec la force de son tir à 3 points, le tir à 3 points n'est pas sur un joueur. Ils ont pas mal de joueurs qui sont de vraies menaces à 3 points. Et quand je parle de menaces à 3 points, qui les prennent et qui les mettent aussi. Et du coup, les équipes sont obligées de respecter ça. Mais par contre, on sent que parfois la finalité et le 3 points et pas forcément le cercle à aller finir de la raquette. Et ça peut poser entre guillemets des problèmes, notamment pour la création de fautes, de choses comme ça. Donc c'est une équipe qui va être un peu dépendante du jump shot. Alors on peut gagner en prenant que du jump shot, mais c'est vrai que comparé aux autres équipes qui ont dominé, on va dire qu'ils sont plus sur un schéma à la Utah 2020 quoi. Clairement, il y a parfois cette capacité à s'entêter. Et pour moi, c'est quand même en partie lié au fait qu'ils ont peu de joueurs qui est capable d'aller au cercle par ses propres moyens dans cette équipe des Celtics. Il y en a très très peu qui sont capables de le faire de manière répétée, de manière plus ou moins efficace. D'abord, qui le fait vraiment? Je sais que Jaylen Brown le fait un peu et ça donne des surfroides aux fans des Celtics. Donc, il manque cette capacité à aller au cercle et de mettre cette alternative, en fait. Il y a souvent ce jeu de dire Boston perd quand Boston shoot mal, et parfois il y a cette réponse un peu caricaturale qui est de dire oui, mais toute équipe perd mal quand elle shoot mal. Mais là, c'est un peu différent avec Boston. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce manque d'alternative et cette capacité à, même s'ils sont ultra efficaces à 3 points, et tu l'as dit, Tom, ils ont vraiment, le danger vient de partout, il leur manque cette capacité à avoir de l'alternative sur autre chose que post-up,
spot-up et parfois pull-up. Ils ont besoin de quelque chose d'autre et c'est vrai que ça pourrait être une assurance vie, même s'ils sont déjà très bien assurés, en play-off supplémentaire. Mais ça, par contre, moi, autant on est DT en pique depuis le début, je suis persuadé qu'ils changeront pas leur stratégie. Ça va être une équipe qui restera la même, qui sera toujours très peu dans l'attaque du cercle. Ça, moi, j'en reste persuadé, personnellement. Oui, après, faut voir comment ils vont réagir, par exemple, face aux zones ou aux choses comme ça qui vont peut-être les forcer. Mais après, ça nous mène aussi aux joueurs clés, hein. Kristaps Porzingis, qui lui, comparé aux saisons précédentes, c'est une arme qu'il n'avait pas. C'est-à-dire que quelqu'un de grand et d'imposant à qui tu peux envoyer une entrée passe et qui peut prendre des décisions, notamment au poste, comme on l'a dit, le post-up, soit en termes de scoring, mais surtout en playmaking sur les cuts parce que tu es obligé de le doubler. Donc ça aussi, ça peut permettre de générer, d'augmenter la fréquence au sein de cette équipe-là plutôt que de s'entêter sur... Enfin, en gros, ça va être ça, hein, de trouver le mismatch, parce que les Celtics, globalement, c'est une équipe qui est quand même grande, hein, et que Porzingis, c'est un mismatch permanent. Et si lui a la balle près du cercle, entre guillemets, ben, tu vas être obligé de doubler et ça va ouvrir des brèches potentiellement au cercle. Surtout qu'on parle d'un Porzingis qui est... Moi, j'avoue que le truc qui m'a le plus surpris, je t'ai pas coupé quand tu as parlé de ça au début de l'intro, c'est que Porzingis, c'est globalement en bonne santé depuis 2 ans. Alors, sur les standards de Porzingis. Alors, c'est-à-dire qu'il rate quand même 20 matchs. En bonne santé relativement par rapport à Porzingis. Exactement. Sur l'échelle de Porzingis, il est en bonne santé, on va dire voilà, comme ça. Et c'est ça qui nous avait terrifiés, nous, personnellement, c'est qu'on était, je pense, plutôt sceptiques vis-à-vis du transfert de base, parce que c'est un joueur qui, historiquement, tu le perds 30 matchs, et historiquement, il fait toujours un meilleur début de saison qu'une fin de saison. Enfin, c'est les deux trucs qui sont implacables avec Porzingis, normalement. Et cette année, il a un rendement... C'est son année où il est le plus efficace au tir, c'est une année où il est... ultra, tu l'as dit, dominant dans le post-up. J'en parlais dans le podcast sur OKC. Si Boston est la meilleure équipe au post-up cette année, c'est Porzingis, en fait, en grande partie, qui est l'artisan de cela. Donc, je pense, c'est le joueur clé aussi, Tom, parce que sur certains aspects, je pense qu'il a débloqué certains trucs dans leur attaque qu'ils n'avaient pas avant, notamment cette dimension post-up, ce fait d'avoir un match-up permanent, un mismatch permanent, mais je parlerais plutôt d'un mismatch physique permanent. Ça, il l'avait pas vraiment eu. Tu l'as dit, il est très, très grand, vraiment un alien physique. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas, même s'ils avaient des joueurs extrêmement physiques. Jalen Brown est très physique, Derek White est très physique, Tatum est très physique, mais c'est plutôt des physiques, je sais pas, plutôt dans la capacité au sol ou le haut du corps, un peu là où Porzingis, c'est un truc, voilà, c'est un Wembanyama light, quoi. On va l'appeler comme ça au niveau physique. Donc ça, c'est extrêmement important pour Boston, et c'est aussi important parce que moi, je suis désolé, je reviens à mon postulat de base. Je vais le voir quand je vais le croire. C'est-à-dire que Porzingis qui reste en santé pendant tant de temps, je vais le voir quand ça va vraiment se passer. Parce que j'avoue que moi, c'est un joueur, je crois que tu es un peu d'accord avec moi, Tom, on est très inquiet. Moi, tout au long de la saison, je me disais, mais Porzingis continue à jouer. C'est fou. Ouais, on n'a pas trop confiance. Après, ils l'ont bien géré, hein, cette saison. Ils l'ont bien géré. Et puis, en fait, le fait d'avoir Porzingis, ça a aussi permis de mettre un peu au frais Al Horford, qui on sait est un joueur important en playoff. Al Horford, et c'est là aussi l'une des raisons pour lesquelles Porzingis est un joueur clé. Al Horford qui est un peu moins fringant et qui est parfois ciblé par certaines équipes quand il est sur le terrain. Et alors que c'est quelque chose qui n'arrivait pas il y a encore 2-3 ans. C'est-à-dire que les équipes vont chercher à attaquer Al Horford parce que c'est littéralement le moins bon des défenseurs parfois quand il est sur le terrain. Et il y a aussi ça en fait, c'est que au niveau on va dire du supporting cast. Normalement, notamment il y a Al Horford qui est un peu baissé de pied de niveau. Et puis offensivement, c'est quelqu'un qui est essentiellement désormais derrière la ligne à 3 points, qui est totalement dépendant de son adresse de loin. Et puis l'autre problématique qu'il y a, c'est aussi par rapport à Pritchard, qui, tu vois, on parlait tout à l'heure des joueurs de banc. Il y a un gros top 5. Sam Hauser, alors oui, il a un peu l'étiquette du shooter blanc, entre guillemets, sauf que c'est quand même quelqu'un enfin, c'est pas Doug McDermott, globalement, défensivement, c'est quand même quelqu'un qui propose une certaine résistance, et c'est pas forcément la bonne option de vouloir le cibler tout le temps. Mais par exemple, Peyton Pritchard, quand on reprend, tu vois, les matchs face à Denver,
il était mis sur le terrain pendant les minutes où Jokic était là, ben, c'est carnage, tu vois, ça n'a pas loupé. Et en fait, ça fait partie des joueurs qui, dans la saison régulière, ont été hyper importants hyper importants pour conserver du coup l'avantage du 5 majeur, qui potentiellement tu n'auras pas beaucoup en playoff. Et il peut peut-être se poser la question de la profondeur, parce que si Al Horford devient un joueur neutre négatif et que Pritchard devient un joueur négatif, bah, au final, tu vas vite tourner à 6, 7 et encore ça peut varier selon les adversaires, les mismatchs. Tu vois, ils ont ramené un peu Xavier Tillman qui joue un peu, d'ailleurs, c'est lui qui a mis le buzzer beater enfin pas le buzzer beater, mais qui a mis le dagger face à Sacramento, mais qui est aussi un bon joueur défensif, mais qui ne règle pas toutes ces problématiques de spacing et qui est plus un one-way player, voilà. Qui s'est fait atomiser par Milwaukee aussi, voilà. accessoirement. Donc, c'était un peu inquiétant, mais oui, je te rejoins là-dessus, dans le sens où on fait souvent cette distinction entre les joueurs de 82 et les joueurs de 16 matchs. Moi, c'est une distinction vers laquelle je m'éloigne beaucoup, parce que il y a un monde dans lequel le premier tour des Celtics, c'est pas super difficile. Enfin, on sait pas ce qui va se passer. Pour moi, c'est plutôt les joueurs de 82, 16 et 8, si tu veux. Finale de conf, finale NBA, parfois, le niveau devient tel qu'il y a des joueurs qui peuvent plus voir le terrain. Donc, à voir selon la, encore une fois, ça dépend du match-up, parce que il y a certains match-up où Sam Hauser jouera, Pritchard jouera, Al Horford, même s'il est en grande difficulté, jouera. Donc, à voir. Tom, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un motif d'espoir très très long? Parce que honnêtement, c'est une équipe qui est élite en attaque, élite en défense. Ils ont un 5 majeur d'élite. Ils peuvent sortir plus ou moins toutes les équipes de NBA du terrain avec leurs 3 points. Ils peuvent switcher défensivement. Ils sont extrêmement bons. Il y a peut-être Jaylen Brown au niveau des communications qui est, on le sait, chers fans des Celtics, vous le dites assez. Oui, on a compris. Jaylen Brown est un peu déficient sur les communications défensives. On a vu. Après, avant cette problématique, tu vois, en saison régulière, on en parle peu. La main gauche, est-ce que ça va revenir, la main gauche de Jaylen Brown, encore une fois cette année? Voilà, sur ce genre de micro-détails, après, je pense que en termes de motif d'espoir, on n'a pas besoin de faire le tableau. Enfin, je veux dire, ils sont à 62-16. C'est énorme. Hein. On comprend le motif d'espoir, c'est juste que c'est la meilleure équipe de la saison régulière NBA. De très loin. Et c'est simplement le côté, l'absence, entre guillemets, de top 5 NBA qui fait que cette équipe n'est pas validée. Entre guillemets, c'est juste ça. Hein. C'est le seul truc qui fait que, voilà, c'est le seul, on va dire, c'est le seul frein qu'il y a à faire de cette équipe-là l'ultime favori, surtout par rapport à Denver potentiellement qui peut être de l'autre côté. Et en fait, on peut se dire que globalement, hein, si les Nuggets sortent, c'est le grandissime favori. Mais allons vers plancher plafond, parce que là, elle est parfaite, cette transition. Est-ce qu'on en est arrivé au stade où la question, c'est plus Celtics versus Nuggets, c'est Celtics versus le field? Rappelons cette théorie du field. Le field, c'est l'ensemble des équipes réunies. C'est-à-dire qu'en gros, si on vous demande de mettre de l'argent, c'est soit les Celtics, soit l'ensemble des équipes réunies. Est-ce qu'on en est à ce stade-là avant les playoffs? Pour moi, actuellement, il n'y a que les Nuggets qui peuvent les battre 4 fois. Pour moi, il n'y a pas d'autre équipe qui peut les battre 4 fois. J'aurais tendance à dire ça. Plancher, je vais sortir de ma règle cardinale. Pour moi, leur plancher, c'est finale de conf. Je vois pas un monde où ils sortent avant les finales de conf. NBA, franchement, leur plancher. Alors oui, il peut se passer des trucs, mais le plancher, ça doit être la finale. Avec une telle domination, et globalement, tu vas être la meilleure équipe tout le temps. Et tu vas être la meilleure équipe tout le temps. Alors oui, tu peux perdre un match par-ci, par-là. Mais pour moi, par rapport à ce qu'il y a dans la conférence et l'état des lieux de la conférence, aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire que leur plus gros adversaire, c'est peut-être les Sixers. Ils sont quoi? Ils sont au play-in, là, pour l'instant, les Sixers? Alors, vous verrez, on en parlera demain.
J'ai une relation un peu toxique avec les Bucks, personnellement. Le truc, c'est que là, en fait, on a un stade où on ne sait pas ce qui s'est passé avec Giannis. Alors, au moment où on enregistre. Voilà, donc, vu l'état des Bucks actuellement, si Giannis n'est pas là pendant genre 3 semaines, pour moi, il passe pas le premier tour parce que c'est l'état actuel de cette franchise. Hein, donc voilà. C'est vrai que plancher. Après, pour moi, théoriquement, c'est trop dire qu'une franchise a un plancher en finale NBA. Même si tu vas me dire qu'il y a le côté de passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose. Ouais. Mais hors blessure, c'est vrai que le seul scénario où ils sortent avant les finales NBA sur blessure, c'est la théorie Milwaukee qui se concrétise. Voilà, c'est ça. C'est la théorie des les 3 qui restent en bonne santé pendant 3 semaines et qui font un run. C'est la seule théorie pour moi qui existe. Je reste persuadé, j'empiète sur demain, je reste persuadé que c'est le plus grand danger de Boston à l'Est. Pour moi, il y a toujours pas de débat sur ce côté-là parce que théoriquement, c'est la meilleure équipe de l'Est avec Boston. Par contre, du coup, Tom, c'est donc ton favori ultime pour le titre au-dessus des Nuggets. C'est ça la question actuelle qu'il faut se poser. Pour moi, les Nuggets sont les favoris. Mais ça dure sur une confrontation, ce serait par exemple pour moi du 51-49 parce que je pense que Denver aura une route un petit peu plus compliquée que les Celtics pour arriver jusqu'en finale NBA. Parce que c'est ça aussi qui avait fait défaut aux Celtics les années précédentes, c'est que des séries âpres avant d'arriver en finale NBA, tu vois, beaucoup de 7 matchs encore une fois l'an dernier face là ils doivent pas en prendre 7. Là où ils doivent finir des séries c'est le gros défaut des Celtics. 5-6, tu vois. Normalement, c'est des séries qui doivent finir en 5-6, tu vois. Même cette année, c'est des séries, normalement, Boston ne doit pas aller en 6. Ouais, mais... En tout cas, sur les 2 premiers tours, Boston ne doit pas aller en 6. Mais, sauf si les Bucks se réveillent d'outre-tombe ou la théorie des zombies de Miami, je l'ai dit plus d'une fois, je n'y crois pas, ils doivent pas perdre 3 matchs à l'Est. Hein. Ils doivent pas perdre 3 matchs à l'Est. Enfin, sur l'ensemble de leur run, ils doivent pas perdre 3 matchs à l'Est. Ils sont beaucoup trop dominants. Et ça aussi, tu l'as dit, Tom, contre des Nuggets qui sont le favori de l'autre côté, qui sera l'équipe dont on va parler en dernier, on vous l'annonce, vraisemblablement, qui eux ne pourront pas faire ça en 3 matchs. Ou alors, s'ils font en 3 matchs, gros danger pour Boston. S'ils arrivent à sortir de l'Ouest en 3 matchs, c'est un avantage que tu dois t'offrir de pouvoir te reposer, etc. Surtout que, on l'a dit, alors fort des vieillissants, il y a le secteur intérieur, c'est peut-être là la faiblesse dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que d'un côté, tu as un joueur qui reste injury prone et de l'autre, tu as un joueur qui est vieillissant, c'est-à-dire que si tu perds... Et Tillman, moi personnellement, je n'y crois pas, c'est-à-dire que pour moi, le match contre Milwaukee a tout résumé. Voilà, regardez, ça se dit le glas de sa... Voilà, vous regardez le match contre Milwaukee, vous regardez pourquoi j'y crois pas du tout. Donc... à voir. Après, perso, je pense que le seul truc qui pose problème à Boston, théoriquement, c'est que l'équipe d'en face a le meilleur joueur du monde. C'est ça leur problème. Théoriquement, c'est que l'équipe d'en face a le meilleur joueur du monde et a beaucoup d'autres qualités. On listera les défauts et les qualités des Nuggets, mais ça, c'est un énorme problème. C'est un caillou dans la chaussure que tu as eu un top, je sais pas quoi, all-time qui sera en face de toi. Voilà. C'est ça. Mais en dehors de ça... Voilà, encore une fois, c'est un micro-détail, c'est que l'équipe est tellement dominante et a tellement dominé la saison que autre chose qu'une finale NBA, ce serait une déception. Ah, mais clairement. Et je dirais même, s'ils perdent en finale, ils doivent perdre les armes à la main. Ils peuvent pas prendre 4-2, ils doivent perdre sur un... Parce que rappelons qu'ils auront l'avantage du terrain tout du long. Enfin, non, c'est... Honnêtement, pour moi, post-2019, encore une fois, je refais je fais cette cassure historique. C'est la meilleure équipe que j'ai vue à l'entame avant d'entamer les playoffs. Voilà. J'enlève les Nets, qui était une théorie qui s'est, pendant 1 semaine et demie, qui a écrasé le monde du basket. Et puis voilà. voilà. Eh bien, Tom, on l'a fait, cette preview. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, dans laquelle on a quand même passé beaucoup de temps à dire qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'ils le gagnent, ce titre, les Celtics. On espère que vous avez apprécié. Il nous reste qui maintenant? Les Bucks. Oh là là, ça va être horrible. Les Bucks demain avec Amine. On va parler des Mavs aussi bientôt. Et on va se faire aussi les Nuggets à la fin, qui seront donc... Vous l'avez vu, on est sur un tango à 2, enfin d'un côté un tango à 3, c'est difficile. Un tango entre les Celtics et les Nuggets, vraisemblablement. On vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui.
N'hésitez pas à aller écouter les autres previews, qui celles-ci mettent peut-être plus l'accent sur le négatif parce que c'est un peu plus facile avec d'autres équipes que Boston. Merci de nous avoir écoutés encore aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube, sur Twitter également. Et puis on se retrouve demain pour une autre preview. Merci Tom, salut. Salut Ben.